Nature Émotive, une initiative présentée par Cosmo Marque et Stratégie. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Nature Émotive. Cette semaine, on a un gros épisode que j'attendais avec impatience. On reçoit cette semaine 2 femmes qui incarnent parfaitement la mission de notre plateforme. Je vais me permettre de la lire, les filles, parce que je pense qu'on a eu du fun en planification de l'épisode, mais l'intro, je voulais vraiment prendre la peine d'écrire quelque chose comme je le fais d'habitude. Puis, c'est ça, dans le fond, je prends vraiment le temps de vous le lire un petit peu comment j'ai perçu le personnage de chacune de vous deux. Donc, dans le fond, les 2 femmes qu'on reçoit aujourd'hui redéfinissent le succès en affaires en y remettant l'humain, la vulnérabilité et l'authenticité surtout au cœur du leadership. Marie-Ève Landry, psychologue organisationnelle, fondatrice d'Ori Leadership et chroniqueuse influente au journal Les Affaires. Elle est une référence incontournable dans le monde des affaires et du leadership. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne les dirigeants et leurs équipes dans des transformations puissantes et profondes, faisant émerger un leadership éclairé, aligné et courageux. Pour Marie-Ève, réussir en affaires, c'est pas juste une question de chiffres, c'est d'abord une question d'alignement intérieur, de sens et d'humanité assumée. Merci Marie-Ève d'être venue. Merci de l'invitation, ça me fait tellement plaisir. On a eu du gros fun, puis chaque épisode va être le fun aussi. Yes. À ses côtés, Emmanuelle, donc une amie, relation d'affaires, connaissance de longue date. Emmanuelle Bory est gestionnaire de compte et directrice régionale du programme Divert chez Technion, un manufacturier d'envergure internationale qui prend position avec un objectif zéro déchet, quand même. Emmanuelle incarne un autre visage aussi du succès, celui de la force née de sa vulnérabilité. Donc, Emmanuelle a un trouble de bipolarité et elle est fièrement engagée à briser les tabous autour de la santé mentale en milieu professionnel. Emmanuelle fait preuve d'audace, de créativité, d'ouverture et d'authenticité avec finesse et élégance. Elle nous montre que le vrai leadership, celui qui inspire et rassemble, passe par l'acceptation de soi dans toute sa complexité, y compris dans ses paradoxes et ses fragilités. Elle est la preuve qu'un diagnostic ne doit jamais devenir une étiquette limitante. Bien au contraire, elle est une source de puissance et de vérité. Donc, bienvenue les filles. Merci. Merci beaucoup de vous être déplacées. Rapidement, l'introduction, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un épisode chargé. Comment trouvez-vous à date, en fait, le concept, tout ça? Je pense qu'on peut peut-être en parler un petit peu. Je pense que Marie et Manu, les deux, on tombait pile vraiment dans une palette ou dans un sujet d'affaires qui est criant aujourd'hui. Comment vous vivez ça un petit peu? Juste l'idée de la plateforme avant de rentrer vraiment dans les questions. Moi, écoute, je suis tombée en amour avec le projet de la minute que je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Dès le jour 1, ça m'a parlé. Ton approche, toute l'association avec Relief aussi. Tu sais, l'espèce d'approche de parler de la santé mentale. Tu sais, on parle souvent de troubles de santé mentale, mais de parler de la santé, je trouve ça intéressant, je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça pertinent et vraiment important en date d'aujourd'hui. C'est un sujet, je pense, qui est du jour. Marie-Ève, t'écris sur ça. Oui, que rajouter, j'abonde dans tout ce que tu viens de dire, pour les mêmes raisons que je suis là, pour les mêmes raisons, oui. Moi, je trouvais ça le fun de recevoir, premièrement, quelqu'un qui a les yeux au niveau, je sais pas comment dire, tu le vis à travers, tu l'as vécu, tu le vis. Puis Marie, je sais pas si je m'exprime bien, mais j'ai l'impression que peut-être que toi, tu sais comment le mettre en mots. Donc, le faire vivre. Elle le vit et toi, tu le fais vivre. Je pense que c'est la bonne manière de le dire. En tant que psychologue organisationnel, peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi pour ceux qui ne comprennent pas ou qui connaissent peut-être moins ça? Je pense qu'il y a un tabou en santé mentale, mais surtout en affaires. Le volet psychologue organisationnel, qu'est-ce qu'un psychologue organisationnel va faire? C'est qu'il va notamment contribuer au développement de l'organisation, mais par les individus. Mais un psychologue organisationnel va toucher à beaucoup de choses. On peut faire de la psychométrie pour s'assurer que la personne est la bonne pour le poste. Puis, aujourd'hui, des fois, trouver la bonne ressource, ça devient un défi, là, exactement la bonne ressource. Fait que là, nous, on peut s'assurer à partir du profil, comment on va intégrer
la personne dans ses fonctions. Fait qu'on est là dans tout le cycle de vie de l'employé, du début par la psychométrie. On va accompagner les individus dans leur développement de compétences. Ça peut être en accompagnement individuel, par de la formation, par des programmes de mentorat, tout ça. On va s'occuper beaucoup du climat aussi, les psychologues. Tu sais, la contribution d'un psychologue en organisation, je pense que ce qu'on apporte particulièrement, c'est la gestion de la complexité. Tu sais, un humain, c'est complexe, puis une organisation composée d'humains, c'est excessivement complexe. De plein de gens complexes ensemble. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que la contribution du psychologue en organisation, c'est d'adresser, de comprendre, puis de composer avec cette complexité-là. Fait que, comme je dis, dans le développement des individus, dans le développement du climat, notamment, des conflits, gestion des conflits. Souvent, les psychologues vont être interpellés pour gérer les conflits, parce que ça, c'est un grand enjeu. Oui, c'est ça. Et c'est très, très, très complexe. Là, c'est dans les grandes lignes, mais c'est ce qu'un psychologue va faire. Fait que principalement, c'est tout ce qui rentre dans le développement organisationnel, souvent. Tu parlais de psychométrie. On a reçu, il y a 2 épisodes ou 3 épisodes, je ne me rappelle pas, on a reçu justement un participant qui parlait, lui, justement, de psychométrie avec son équipe, etc. Est-ce que ça crée des fois de la résistance? Moi, j'entends psychométrie, puis on dirait que j'aurais de la misère à présenter à mon équipe qu'on fait des tests, genre, qu'on va creuser dans... Je sais pas si... Y a-t-il des fois de la résistance? Ou... Oui, c'est sûr que... Tu dois te heurter quand même à du monde, des fois, qui disent, ben moi, ça m'intéresse pas. Ou... Ben, il y en a, effectivement, qui vont être résistants. Souvent, c'est parce peut-être qu'il y a une méconnaissance de la fonction même de la psychométrie. Il y en a qui recherchent ça. T'sais, moi, j'accompagne des entrepreneurs, puis d'entrée de jeu, je n'utilise pas forcément de la psychométrie dans mes accompagnements. Des fois, je vais le proposer si je vois que ça pourrait peut-être avoir une valeur ajoutée. Mais il y a des entrepreneurs qui vont me dire qu'ils en veulent. Puis il y a des individus aussi dans les organisations, des employés ou des gestionnaires à qui ça parle beaucoup. Ça semble te parler, mais... Ben oui, parce que nous, chez Technion, la première chose qu'on fait quand on entre, c'est un test psychométrique sur les 5 forces. Puis, on mesure finalement un petit peu c'est quoi tes forces, parce que on a la philosophie qu'on pense que de s'améliorer sur nos forces, ça va nous amener à un niveau plus élevé que de travailler sur nos faiblesses. Ouais. Puis, moi, en partant, là, je veux dire, ça a changé ma vie là, de voir ça comme ça. Puis de me faire dire, bien, écoute, peut-être les points où est-ce que tu es moins forte ou que tu as des faiblesses, bien, peut-être qu'on pourrait t'associer à quelqu'un qui, lui, c'est dans ses forces. En complément. Puis après, quand tu communiques entre les collègues puis que tu connais les forces des autres, bien, tu vas chercher ce langage-là. Fait que dans le fond, ça permet de positionner positionner les gens dans leur zone de génie. C'est un terme que j'utilise souvent j'adore ça. En mode créatif en agence. Là. On veut travailler dans notre zone de génie. Exact. Je pense que je comprends bien que la psychométrie, dans le fond, c'est un point qui est quand même important parce que ça revient souvent depuis les 3-4 derniers épisodes. Souvent, les gens vont le mentionner. Souvent. Ah ouais. Que ce soit à travers l'école d'entrepreneurship de Beauce qu'on a entendu, justement des participants comme Richard Bockler qui me le mentionnait, qui est président des Abris Tempo. Je veux dire, c'est quand même pas une petite business. Là. Pas plus tard que le dernier épisode, Pierre-Olivier aussi nous le mentionnait des sauces Fireburns. Fait que je pense que là, ça commence un peu peut-être à être déboulonné comme tabou, puis de positionner les gens dans... Je pense que de faire comprendre à ces équipes que tu les positionnes dans ce qu'ils aiment faire, ça allège la charge de vente à l'équipe. Là. C'est facile de convaincre les gens quand tu dis « Mais non, c'est pour ton bien. Ouais. Tu vas être dans le sweet spot pour toi. » Puis je pense qu'on l'a de mieux en mieux utilisé aussi. En début de carrière, moi, il y a 23 ans cette année, c'était différent la façon dont on utilisait la psychométrie. Puis peut-être qu'à certains égards, ça a pu contribuer à créer des résistances. Je pense qu'il y a eu un ajustement graduel pour utiliser la psychométrie. Comme n'importe quoi, là. Justement, c'est ça, comme tous les outils. Hein, plus on l'utilise, mieux on fait une meilleure utilisation. Fait que, donc oui, pour positionner les gens dans leur talent. En tout cas, moi, personnellement, je me suis rendu compte que, autant moi, personnellement, que les gens que j'accompagne, développer les zones de vigilance, on peut s'améliorer. On peut s'améliorer sur tous les volets. Mais quand quelque chose n'est pas naturel chez toi, tu auras beau travailler... Against the grain, tout le temps. Tu vas t'améliorer, mais
si c'est une grande zone de vulnérabilité, ça ne sera jamais une grande force. Tu ne viendras pas, oui, c'est ça. Fait que c'est beaucoup d'efforts, c'est ça. Fait que moi, je me suis rendu compte que c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats, pour peu d'impact. Fait que je pense qu'avec le temps, collectivement, on utilise mieux cet outil-là qu'on pouvait l'utiliser au début. Manu, tantôt, tu parlais Technion, parcours, bon, ils te font faire un test, etc. Toi, comment tu as vécu ce parcours-là? L'ayant vécu, tu disais tantôt, ça a changé ta vie. Je pense qu'on peut en parler. Oui. Très bien. Puis, tu sais, je trouve ça pertinent, la discussion qu'on a, parce que je trouve que c'est un petit peu en lien avec la discussion des étiquettes. Est-ce qu'on voit ça comme se faire apposer une étiquette ou est-ce qu'on voit ça comme étant, justement, plutôt... Bien, on élève un peu ma personnalité, puis on met en lumière, finalement, des aspects ou des caractéristiques que j'ai. Ou même peut-être parce que je sais que ça va quand même assez loin là, comme étude, fait que tu sais, peut-être même des choses que tu ne mets pas de l'avant. Bien, 100%. Parce que là, tu vas être encouragé à le mettre de l'avant. Bien oui, parce que là, tu es conscient. Donc, tu sais, admettons, là, moi, je peux parler de ma première force. Puis, tu sais, je veux pas que ça sonne prétentieux ou quoi que ce soit, mais c'est le charisme. Fait que c'est le côté humain, justement, le côté facile d'approche. Je pense que c'est ma force, tu sais. Mais sur le coup, je l'ai un peu mal pris parce que je trouvais que c'était comme superficiel. J'ai pas un grand talent de stratège ou, tu sais, je suis pas... Mais le côté humain, c'est ce qu'on me demande, dans le fond, dans mon domaine. C'est ce qu'on me demande dans ma profession. C'est ce qui attire les gens vers moi. Puis c'est un peu tout ça. Donc maintenant, au lieu de le voir de façon, justement, un peu négative, en guillemets, je le vois comme une force. Puis j'essaie de me dire, OK, dans telle situation, comment je peux utiliser ma force pour que ça devienne un tremplin et non pas... Que je le mette de côté ou que j'en ai presque pas envie de l'utiliser. Là, puis c'est pour ça que les étiquettes, pour moi, en tout cas, ça a beaucoup évolué, justement, ma vision de ça. Je le vois plus comme des caractéristiques puis un ensemble de ma personnalité. Mm-hmm. Fait que ça te permet peut-être d'avoir un leadership, je m'en ai dit leadership authentique, là. C'est vraiment ça, c'est que ça te positionne. Plus vrai, oui. Très cool. Très cool. Marie, milieu des affaires, performance, tu dois évidemment avoir certains, des fois, des clients ou des gens avec qui tu travailles qui ont peut-être plus des difficultés à s'adapter ou des difficultés à justement tomber dans cette zone le fun-là ou cette zone... Comment on gère ça? Ça doit pas être facile. En fait... Puis je te laisse répondre. Quand tu tombes dans le personnel, c'est plus ça. Des fois, quand tu tombes dans le personnel, je pense que ça devient... Exact. Mauditement difficile. Mais en fait, moi, c'est... Comme je dis, j'accompagne des entrepreneurs qui sont en épuisement ou sont à veille de l'être. Parfois, ils viennent en prévention. C'est ce que je souhaiterais, qu'ils viennent toujours en prévention. Mais bon, ils attendent d'avoir un pied. Et ce que j'entends souvent, c'est « j'ai plus de fun ». J'ai plus de fun à entreprendre, j'ai plus de sens à entreprendre, je sais pas pourquoi je continuerais. Et le facteur, et un des facteurs qui est très, je dirais pas commun, il n'est pas là chez tous les entrepreneurs que j'accompagne, mais c'est souvent ça, c'est l'espèce de manteau là, qui se met de la performance à tout prix. Trop, là. Trop performance, qui se poussent dans leurs limites, qui se désincarnent d'eux-mêmes pour répondre à un modèle que sociétalement on encourage, mais qui correspond peut-être à certaines catégories d'entrepreneurs de personnes, mais ce modèle-là, il n'est pas adapté à tout le monde. C'est quasiment plus que de la performance, c'est quasiment viser la perfection qui n'existe pas vraiment. La perfection dans le modèle d'entrepreneur, au niveau de l'entrepreneuriat, fait qu'ils sont dans l'hyper-performance. Mes clients, moi, c'est là qui sont. Et là, si je reviens à ta question, je pense que je... Bien, ça répond bien. Ça répond bien. C'est plus qu'au niveau personnel, moi, je peux m'imaginer des moments où moi, dans ma carrière, ou Manu, on peut en parler après si tu veux, où il y a des moments plus difficiles. Oui. Puis j'ai pas de trouble ou quoi que ce soit. Je sais que Manu, toi, ça peut être des fois plus difficile. Là. Mais moi, il y a eu des moments où c'était tough, là. Mm-hmm. Très tough, là. Oui. Puis, tu sais, je le...
Comment je peux dire? Chacun son intensité de c'est quoi tough, là. Ça dépend pour tout le monde. Oui. Moi, il y a des trucs, c'était ça. Puis aujourd'hui, je suis capable, puis je le verbalise bien en disant, prenons l'exemple qui revient tout le temps, c'est l'entreprise familiale. Dans l'entreprise familiale, je l'ai dit dans les 4 derniers épisodes, j'étais le casse-tête carré qui essaie de fitter dans un trou rond. Ça marche pas. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu te rends à un certain point où, ben, faut faire autre chose, faut faire quelque chose. Tu sais? Ouais. Fait que ça a été un des points culminants, d'ailleurs, de tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, dans toutes mes initiatives d'affaires. Fait que, c'est ça, j'essaie de voir, tu sais, je sais pas si ça répond bien. De trouver ton... Tu disais, j'étais un carré qu'on voulait faire fitter d'un rond, fait que c'était trouver, toi, ton... Moi, mon casse-tête. Ce que toi, ça te prenait pour être bien. Puis c'est ça, c'est exactement ce que je fais, c'est d'aider les entrepreneurs à redéfinir leurs propres critères de réussite, leur propre modèle de réussite. Mais c'est un combat, là. C'est sûr. Parce que le contexte, l'environnement, les valeurs de société, nos croyances, l'entrepreneur, il va, tu sais, que je comprends, ils vont finir par redéfinir leurs propres critères de réussite, mais ça va être ils vont retourner faire des affaires dans ce milieu-là qui, lui, reste encore à faire évoluer. Fait que, mais c'est possible, ils y arrivent, mais ça prend de vigilance. Ouais. C'est de développer cette vigilance-là par rapport à soi-même. C'est une des clés, là. Puis en entendant ça, Manu? Ben moi, ça me parle tellement, là. Ça doit bouillir. Oui, mais c'est... Tu sais, en même temps, je trouve ça tellement un beau cadeau, ce que tu offres aux gens, parce que c'est effectivement... Comme en ce moment, je peux dire que je suis sur mon X à 100 tu sais. Puis c'est par plein de critères, par l'entreprise dans laquelle je suis, par les choix que j'ai faits, par les outils que j'ai mis en place. C'est plusieurs aspects. Mais tu sais, c'est drôle, en préparant le podcast puis en relisant les questions, je réfléchissais puis j'étais comme... Tu sais, moi, j'ai vécu probablement entre la moitié et le 3/4 de ma vie en épisode de troubles bipolaires, que ce soit une hypomanie, donc un high ou une dépression ou un down ou un épisode mixte qu'on appelle. Donc, tu sais, de naviguer dans l'environnement de travail en restant performante, en ayant justement des outils qui sont... Tu sais, qu'il faut se faire rappeler des fois, tu sais, justement, tu sais, ta présence. J'ai des frissons, et probablement... t'écouter. Je trouve ça sharp que tu nous partages ça. Merci. Mais oui, ça me fait plaisir. Puis si je peux partager mon expérience, effectivement, pour moi, c'est un cadeau d'être ici puis de pouvoir en parler parce que j'aurais aimé entendre quelqu'un me parler comme ça quand j'ai eu mon diagnostic, par exemple, ou quand justement, quand j'ai commencé dans le domaine ou, tu sais, quand j'ai fini l'école ou... Toutes ces étapes-là de ma vie, j'aurais aimé entendre des gens puis avoir des modèles. Mais tu sais, on n'en parlait pas tant que ça dans ces années-là. Puis pourtant, j'ai 40 ans, là, je suis pas... si tu penses que c'est dû à quoi? Vraiment juste un ben, les tabous. Sensibilisation? Les tabous. Encore aujourd'hui, tu sais, moi, ça m'a pris du temps à en parler dans mon milieu de travail, tu sais. Mes premiers emplois, c'était quelque chose où est-ce que, justement, j'ai eu mon diagnostic en 2013, donc j'étais déjà sur le marché du travail. Puis, c'était vraiment tabou, tu sais, genre, je l'ai caché longtemps. Puis après ça, j'avais peur même que si j'en parlais, on allait moins me donner de responsabilités ou on allait changer l'approche qu'on avait envers moi. Mais là, je suis vraiment dans une entreprise qui, au contraire, si je peux faire une anecdote, tu sais, mon vice-président, j'ai pris le temps de lui en parler, tu sais, de le prendre à part, puis tu sais, j'ai comme pris ça très, très officiellement. Là. J'ai eu une annonce à te faire. Puis, quand je lui ai dit, il m'a répondu, si tu me le permets, je vais complètement oublier cette information-là parce que pour moi, je trouve pas ça pertinent. Absolument rien. Je trouve pas que ça change quelque chose dans mon approche envers toi. Par contre, si tu as besoin de m'en parler, ma porte va toujours être ouverte. Mais j'ai pas envie de conserver ça dans ma tête puis de penser à ça quand je pense à toi. J'étais là, c'est tellement la plus belle réponse qu'on pouvait me donner. Puis ça m'a touchée, puis ça m'a confirmé que j'étais dans un environnement sain, là, vraiment. Là. Sécurisant. Sécurisant et où je pouvais me permettre d'être moi-même. Donc après ça, j'en ai parlé ouvertement. Puis
c'est tellement plus facile quand tes collègues sont au courant parce qu'après ça, ben d'un, ils ne s'en rendent pas vraiment compte, là, parce que je pense qu'on vit avec des masques aussi quand même. Là. On apprend à du moins tempérer nos épisodes. Puis, les gens viennent qui te connaissent. Ben oui. Puis tu sais, il y a des places où on ne va pas, je pense, en milieu de travail de toute façon. Fait que tu n'as pas besoin... Oui. Mais quand j'ai une journée où est-ce que justement j'ai moins bien dormi, par exemple, parce que c'est mon trigger, mon signal d'alarme un petit peu plus important, ben au moins je peux en parler. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Entendre ça, je trouve, moi, c'est vraiment... Merci, là. Je suis comme ça, mot. Je trouve ça vraiment... moi aussi, ça m'a touché, la réponse qu'il t'a donnée. 100%. Je suis encore touchée. Mais ouais, je trouve ça... J'ai trouvé ça grand. C'est ça. Je répondrais quoi, moi, à ça? C'était humainement grand. Comment? C'était ça. Pendant la fin, pendant que tu parlais, mon TDAH m'amène ailleurs déjà, puis j'étais comme, je répondrais quoi, moi, à ça? Ouais. Je sais pas ce que je répondrais. Probablement quelque chose de même. Genre, OK, pourquoi tu me dis ça? C'est ça, un peu. C'était un peu ça. Okay. C'était désarmant. Mais encore. Fait que, très cool. Fait que conjuguer, dans le fond, tu sais, ma prochaine question, c'était comment conjuguer performance et vulnérabilité sans perdre en crédibilité. T'es comme pile dessus. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à parler de ça ouvertement de même? Parce qu'en même temps, c'est ça, c'est quand on a parlé au début pour Nature Émotive, avant même qu'on propose que Marie, tu te joignes à nous dans l'épisode, c'était ça. Toi, Alex, c'est la plateforme que tu es en train de construire pour pas réinventer, parce que je trouve que ça ferait chier un peu de dire ça. Je réinvente rien, je mets de l'avant. Mais tu es un catalyseur. Oui. Ouais. Il arrive trop d'affaires pas cool, où on est mal informé, où on est mal, des fois accompagné, où il manque des outils, où il manque de plateformes comme celle-là pour sensibiliser puis mettre de l'avant des trucs qui sont juste vrais puis qu'on ne peut pas ignorer. Ou qu'on ne peut pas continuer d'ignorer. Oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que le projet m'intéressait, c'est que, tu sais, j'ai longtemps senti que j'étais hors norme, que j'étais, tu sais, seule, puis pourtant... Comme à contre-courant, genre, là? Je suis une fille d'action. Je suis une gestionnaire, je suis une directrice, je suis une leader. Tout de suite, quand j'ai eu mon diagnostic, je suis partie sur Internet puis j'ai fait une recherche. Comment on gère la bipolarité? T'sais. Puis tout de suite, j'étais tombée sur Revivre dans le temps, qui est Relief maintenant. Ouais. Puis j'ai vu les cours d'autogestion puis j'ai sauté là-dessus. T'sais, moi, c'était important d'être dans l'action. Mais... c'est là que j'ai découvert que j'étais pas seule aussi, mais c'était encore, tu sais, un peu tabou, même quand je faisais cette démarche-là, d'en parler autour de moi, j'étais pas encore à l'aise. Maintenant, en 2025, je pense que, tu sais, c'était quand même pour moi un choix de venir en parler aujourd'hui, tu sais, ouvertement, parce qu'il y a plein de monde qui le savent pas, tu sais. Ben, que ton équipe te back en plus. L'apprendre, c'est ça. Que ton équipe te pousse à le faire. Mon équipe, ma famille, mes amis, tout le monde à qui j'en ai parlé m'ont dit « Hey, let's go, girl! » Tu sais, c'est comme « Vas-y! » Oui, puis je trouve ça... Vas-y, Marie. Bien, tu sais, ce que ça fait émerger, là, c'est le fait d'en parler. Bon, c'est bénéfique pour soi, c'est bénéfique par rapport au tabou, mais c'est que ça investit la relation. Tu sais, le fait de parler de ce qu'on vit, là, c'est que ça, on investit la relation à l'autre. Tu as nommé plein de personnes vers qui tu t'es tourné, vers qui il y a quelque chose qui a changé dans la relation, il y a quelque chose qui s'est approfondi dans la relation. Fait que pour moi, c'est ça aussi. Être capable de nommer les choses telles qu'elles sont, c'est notre réalité à chacun, c'est retourner à la relation. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental là, qu'on perd tranquillement, pas vite, en tout cas, du moins dans notre société. Puis je pense qu'il faut agir dans le sens d'aller vers l'autre. Oui. Mais ça prend des discussions. Oui. Pour moi, c'est essentiel. Je trouve ça drôle parce que tu disais d'en parler, puis de le mettre de l'avant, que ton équipe t'a supporté, la famille, les amis, là, tout ça, de le mettre de l'avant. Moi, je l'ai vécu avec des trucs vraiment plus easy, là, plus facile. Là. Ça se compare. C'est pas la même affaire, mais mettons, moi, mon TDAH,
grave. Et j'ai trouvé des trucs pour le gérer. C'était pas de la médication qui marchait, c'était pas... Mettons, la médication, tu sais, on parlait tantôt avant de tourner, ça me tuait. Ma créativité, l'appétit, ça m'éteignait complètement. À l'âge de peut-être... C'est la première fois que j'en parle, fait que tant mieux ceux qui m'écoutent. On s'ouvre. À 16... C'est-tu 16 ans? Ouais, je pense que oui. 16-17 ans, j'ai juste arrêté. One shot. C'était ma décision, j'arrêtais. Fini, final, plus de médication. Puis à travers le temps, un peu naturellement, comme si j'ai trouvé ma place tout seul ou la vie, là, je sais pas si on peut dire la vie, mais j'ai juste trouvé ma place dans quelque chose qui me fait triper. Pas long après ça, une couple d'années après, il y a eu ma conjointe, les enfants, le mariage, la COVID, qui sont tous des points quand même marquants, complètement différents, mais qui font en sorte que tu ne veux pas ta vie se place. Puis ça a été ça un peu de nature émotive. Là. Quand on s'en est parlé, je venais tout juste de mettre un logo puis un site web en ligne. C'était vraiment ça. Puis plus on en a parlé, tu disais justement, Marie, les deux, je fais un peu du piggyback sur ce qu'on s'est dit. Tu en as parlé, tu dis c'est de la relation, c'est du PR. Puis pour vous deux de me faire confiance comme ça, de venir vous asseoir 1 heure avec moi en studio puis parler de ces choses-là, qui sont pas nécessairement des sujets que tout le monde est prêt à aborder. Ma mission, moi, à chaque épisode, je pars du studio, puis je suis comblé, là. Je pourrais pas frapper plus fort que ça dans ma mission d'affaires. Puis, je veux pas qu'on voit, tu sais, si je peux en profiter pour le nommer, je veux pas qu'on voit Nature Émotive comme un produit marketing, genre. On vend rien, là. Je suis pas en train de vendre de quoi. Je veux inspirer les gens, je veux redonner. Ça, c'est Alex. Eh oui. Fait que, puis ceux qui me connaissent, on se connaît bien personnellement, là, ça a toujours été ça. Puis c'est ce qui fait qu'on grossit en ce moment, c'est un peu ça l'idée. Je pense qu'on veut briser le tabou. Vraiment. Je pense qu'on a choisi 2 passionnés qui aiment parler de ce sujet-là, puis de tous les aspects. Puis, moi, j'étais super contente que tu acceptes, Marie-Ève, aussi d'être là parce que moi, je suis pas une experte, là, je suis juste Manu, là, j'ai mon expérience, mais j'ai pas tu es toute Manu. Oui, mais c'est ça. Je suis juste Manu, oui, mais... Non, mais dans le sens, c'est assez, c'est correct d'être Manu. Mais dans le sens que j'ai pas comme de connaissances, quand, on parlait d'outils ou quoi que ce soit, j'ai pas la recette parfaite, j'ai ma recette à moi qui fonctionne pour moi. Comme toi, tu as dit... Mais moi, tout le monde me disait... T'es pas psychologue, t'es pas... Je pense que je te l'avais dit, ça t'avait fait rire dans la préparation. Tout le monde me disait, qu'est-ce que tu fais à aller parler de santé mentale? T'as pas vécu de tu sais, le monde ne savent pas, là, mais t'as rien vécu. Tu vas aller parler de quoi? Tu viens d'une bonne famille, Qui va aller s'asseoir avec toi et te partager ça? Mais je m'en fous, c'est pas ça le point. C'est pas d'être psychologue, c'est de faire quelque chose. Puis, tu sais, même comme psychologue, on n'a pas... moi, je vois mon travail comme moi, je suis un outil pour mes clients. Ouais. J'en ai pas de recette magique. Chaque client qui vient, comme la démarche que tu as faite, comme toi, moi, c'est de les aider à trouver leur outil. C'est sûr que je sais quand même qu'il y a des grandes lignes qu'on sait que, bon, ça va être plus favorable à la santé psychologique, à l'équilibre que d'autres, là. Mais, puis il y a des connaissances, puis il y a une expertise, mais moi, je suis... Oui, je suis un outil. Comment tu vois l'évolution des mentalités? Parce que tu le vois, au niveau santé mentale, l'ouverture des gens, le partage, peut-être être prête justement à... Il y a des plateformes comme celle-ci qui existent maintenant puis qui facilitent les choses. Malheureusement, je pense que le message, des fois, n'est pas tout le temps bien emballé. Mais comment, toi, tu vois cette évolution-là? Est-ce que tu vois un changement au niveau de la mentalité? Les plus jeunes entrepreneurs qui s'en viennent... Ça doit être mauditement différent des générations précédentes. Est-ce que oui, effectivement, ça change. Puis, même encore, moi, j'ai un fils de 14 ans, puis je me dis, lui, je le regarde aller avec ses amis, c'est les futurs possibles entrepreneurs. Ils sont encore très jeunes, mais on est comme 2 générations, là, qui s'en viennent. Puis oui, ça change, en ce sens que on en parle beaucoup plus. Il y a de moins en moins de tabous. Je le vois, c'est les plus jeunes entrepreneurs là, dans
des incubateurs et tout ça avec lesquels je collabore. Je vois, il y a vraiment cette volonté-là de nommons les choses, puis c'est pas, c'est ça, il n'y a rien de je dis dramatique. Souffrir est dramatique, là, mais il n'y a rien de dramatique à dire, écoute, bon, je vis quelque chose. On est capable d'en parler de plus en plus, mais je pense qu'on est encore au stade de l'histoire, là, au niveau de la conscientisation puis de la sensibilisation. C'est là qu'on est, en ce sens que, tu sais, comment ça se répercute dans les milieux de travail, tu évoques ton milieu de travail qui semble être vraiment comme une longueur d'avance, tout ça, puis il y a des entreprises pour qui c'est le cas. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. T'sais. Cette conscientisation-là, cette sensibilisation, là, on a un travail à faire à transposer ça dans les organisations. Mais on a du chemin à faire parce que, c'est ça, on a encore beaucoup de chemin à faire parce que, puis, tu sais, comme je dis, moi, une de mes forces, c'est de poser des questions, de faire réfléchir. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'on valorise dans notre société? Tu sais, là, c'est plus une question un peu plus macro, là. À quoi on croit? Qu'est-ce qu'on croit qui est bon pour les êtres humains dans notre société? Qu'est-ce qu'on croit qu'il faut faire? Tu sais, si on se pose la question comme espèce là, vivante, là, c'est quoi nos croyances? Puis qu'est-ce qu'on valorise? On valorise encore la performance. Tellement. On valorise encore la croissance, voire l'hypercroissance. On valorise encore l'image. Tu sais, on est encore là. Fait que là, il y a cette conscientisation. Puis il y a l'argent pas loin en dessous de ça. La croissance étant... financier aussi, là. La croissance étant à tous les niveaux, le financier, personnel. On est encore là. Fait que là, OK, on en parle, mais là, à côté, il y a comme une rupture, là, entre ce qu'on prend conscience qu'il faut changer des choses parce que il y a de plus en plus d'enjeux de santé psychologique. C'est pas normal. C'est pas normal. Quelle est la normalité? Mais il y a quelque chose, là, les enjeux de santé psychologique qui augmentent dans nos milieux de travail, notre société, c'est le symptôme d'une cause sous-jacente. Là. Oui. Puis cette cause-là, moi, c'est mon cheval de bataille. Je fais de la prévention en santé mentale pour les entrepreneurs. Et, moi, c'est mon cheval de bataille. Là, il faut travailler sur la cause. Puis une des causes, c'est qu'est-ce qu'on valorise? Puis qu'est-ce qu'on s'attend? Qu'est-ce qu'on n'accepte plus aussi? Puis éventuellement, mais qu'est-ce qu'on... Mais là, il va y avoir éventuellement, je pense, un choix à faire, mais c'est sur du long terme. Ma compréhension à moi, c'est sur du long terme. Il faut continuer ce qu'on fait, de nommer les choses, de briser les tabous, de continuer à faire des efforts. Tous les acteurs de l'écosystème organisationnel, de nos milieux de travail, l'écosystème entrepreneurial, il faut continuer. Mais... longue réponse, là, mais ça évolue. On en parle de plus en plus. C'est de moins en moins tabou maintenant. Là, il va falloir transposer ça dans la réalité. Là. Exact. T'sais, dans les milieux de travail, puis dans notre façon de faire des affaires. Puis, je pose la question qui est complètement outside par rapport. Les deux, avez-vous des habitudes ou avez-vous déjà vu des habitudes chez certains entrepreneurs ou qui seraient à mettre de l'avant ou qui seraient à éviter ou qui seraient... Parce que j'imagine, tu sais, les deux, vous avez vos propres types d'habitudes ou votre propre beat. Là. Marie, tu dois accompagner des entreprises ou des entrepreneurs plus précisément que tu es capable peut-être de dépister ou toi, Manu, dans tes équipes que tu diriges. Êtes-vous capable déjà de mettre le doigt sur des trucs qui font que ça fonctionne pas dans les habitudes ou dans les manières de travailler ou dans ça touche beaucoup même philosophie. Ouais. Mais, mindset, là. Oui, je vois des choses, mais je reviens toujours au fait que c'est propre à chacun. Mais je vois, en ce sens que ce qui marche pour une personne ne marchera peut-être pas pour une autre. Mais l'élément, c'est exact, pas de recette universelle, mais peut-être l'élément qui est là, qui est toujours là quand les trucs fonctionnent, c'est que c'est des humains qui sont conscients d'eux, puis ils acceptent qui ils sont et comment ils sont. Ouais. Et ça, je dirais que c'est peut-être un ingrédient assez essentiel, être conscient de soi. Donc, ça veut dire, on parlait tantôt de se propulser sur nos talents, donc être conscient de nos talents, puis être conscient aussi que je ne suis pas bonne dans tout, puis c'est correct, puis de ne pas chercher à investir, à développer, comme je le nommais tantôt, des zones de vigilance, aller plutôt chercher à s'entourer, ce que je nommais tantôt au niveau de la relation. La conscience de soi puis le réseau, moi, c'est des éléments que je travaille toujours de fond avec mes clients.
il y a toujours le volet individuel, travaille à développer ta conscience de toi, puis d'accepter, quitter, mais fais des allers-retours avec les autres. Parce que ça, c'est un des enjeux qui contribue à la détresse psychologique, c'est l'isolement. Oui. Puis la solitude. Moi, je le vois beaucoup chez les entrepreneurs, mais c'est un fléau dans notre société, l'isolement et la solitude. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, excuse mon ignorance. Mais on vit énormément de solitude. C'était déjà en croissance avant la pandémie. La pandémie a mis un coup de... Ça exacerbe complètement le sentiment. Ce sentiment-là, mais tu sais, tout l'individualisme qu'on cultive dans notre société nous isole les uns des autres. En ce sens que, tu sais, oui, je peux essayer de développer ma conscience de moi-même, respecter mes limites, m'affirmer dans mes besoins, mais si on se concentre que ça, on se met dans une petite bulle, puis on s'isole des autres. Tu sais, si on est très centré sur mon bien-être, mes besoins, ce qui est important, mais il faut toujours que ça se fasse en aller-retour avec les autres. Fait que, moi, ce que je vais travailler avec mes clients, c'est ça. OK, bon, parfait, tu as besoin de t'affirmer un petit peu plus dans tes limites. Avec ton équipe, par exemple, ou avec ton conjoint, ta conjointe, tu as besoin d'affirmer tes limites. OK, parfait, comment tu vas faire ça? Et quel impact tu penses que ça va avoir sur ta relation? Et comment tu peux bien le faire en préservant ta relation? Oui. Parce qu'on ne peut pas être en bonne santé psychologique. Puis là, je dis on ne peut pas. Il n'y a pas d'absolu en psychologie, là, mais j'ai quasiment envie de l'affirmer. Mais c'est très difficile d'être en bonne santé psychologique si on n'a pas un réseau, si on n'est pas entouré. Je suis d'accord avec toi. Ça, j'ai fait du pouce. Aussi, 100%. Ce que tu nommais tantôt, c'est de dire, là, mes proches, mes collègues, tu sais, t'es allé solliciter ton réseau parce qu'on en a besoin. Fait que c'est ça, dans ce sens-là. Il y a un fléau parce que quand je disais tantôt, qu'est-ce qu'on valorise? À quoi on croit? Et là, ça contribue à augmenter la solitude. La solitude, elle n'est pas toujours physique. On peut être en présence de certaines personnes, mais est seule? Très seule. Fait qu'il faut réinvestir nos relations. Manu? Mais moi, je pense, je suis super d'accord avec toi. Là. Je pense que Marie-Ève a touché des points vraiment importants, mais effectivement, la sécurité psychologique en milieu de travail, c'est de créer un espace. Puis je pense qu'en tant que leader, on a tous ce devoir-là d'être féroce envers la protection de la sécurité psychologique de nos équipes, de nos collègues, de nos partenaires, de tous les gens avec qui on collabore finalement. Puis c'est vraiment d'offrir une ouverture, puis d'être dans l'écoute active, d'être dans finalement des façons d'être, je pense, qui sont positifs, qui sont justement tournés vers l'autre, qui sont, tu sais, comme tu disais, d'essayer d'être en relation, puis de pousser plus loin, puis de pas s'arrêter finalement aux petits détails des fois, puis d'essayer de voir un portrait plus grand, puis de se mettre dans la peau de l'autre, puis c'est un petit peu tout ça, moi, je te dirais, les bons outils, tu sais, de gestion, puis d'équipe. Mais c'est la responsabilisation aussi individuelle de dire, bien, comme moi j'ai dit, bien, je suis dans l'action. J'ai pas subi mon diagnostic parce que je ne pense pas que mon diagnostic en fait, tu as choisi de ne pas subir le diagnostic. C'est ça. Puis, il me définit pas, mais il y a des bons aspects, puis il y a des aspects plus challengeants, si je peux me permettre. Mais ça a forgé ma personnalité aussi dans tout ce que j'aime de moi. Tu sais, parce que mon côté, justement, qui aime les gens, qui est extraverti, qui est coloré, qui est inclusive, qui est ouverte aux autres, qui juge pas, moi, je pense que ça vient complètement en lien avec mon trouble parce que j'ai rapidement su que la différence, c'est pas un défaut. Pour moi, même, je suis attirée vers les rebelles, puis vers les différents, puis les hors-normes, puis ceux qui pensent outside the box, tu sais. Donc, je pense que vraiment, c'est comme ça que je gère les défis, que j'encourage mes collègues, que je supporte mes équipes.
je pense que c'est comme ça qu'on devient un bon leader. Puis quelqu'un, tu sais, tu disais tantôt se mettre dans la peau de l'autre. Très difficile. Tu disais écoute active. Là, moi, personnellement, très difficile. Depuis tantôt, je fais tout pour ne pas interrompre. Puis c'est plus fort que moi juste à cause de qui je suis. Fait que je peux juste imaginer des fois des collègues ou des gens avec qui tu travailles ou peu importe, là, des clients, la famille, les amis, ça sort même du cadre d'affaires. C'est dur de se mettre à la place des autres. Moi, dans mon cas, c'est souvent ça, c'est que je suis bousculé dans plein d'idées. Tu sais, le monde avec qui je travaille, dans l'équipe ou mes clients, peu importe, souvent dans le cadre du travail, étant donné qu'on est dans un monde vraiment très créatif. Oui, mais c'est ça. Hey, c'est tough là, pour moi là, de juste m'arrêter et d'écouter parce qu'on dirait que je suis tout le temps en train de penser à OK, prochaine idée, comment on l'ajuste, le logo, telle affaire, tel ci, tel ça, le bouton du site web, de l'enveloppe, le cadeau du client. Là, je suis rendu déjà dans les cadeaux de Noël. Là. Pour vrai, là. C'est déjà tout dessiné, les couleurs sont là, le logo est fait. C'est absurde, mais c'est quand même comme ça que mon cerveau fonctionne. Fait que de le verbaliser, c'est exactement ça. C'est du cas par cas parce que de le verbaliser, ça permet à mon monde étant tout le monde, là, famille, amis, tout ça, de comprendre, Alex, c'est quoi. Puis je m'ouvre moi aussi à dire, toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu sais, j'ai un frère, Phil, que tu connais, qui est hyper cartésien. Intelligence, tu sais, dans l'intelligence d'affaires, dans la direction très managériale, très... comment je peux dire ça? Créatif aussi, mais dans une approche vraiment différente, une approche très, c'est ça, cartésienne. Puis Phil et moi, on a une belle amitié qui est née plus tard. On ne s'est jamais mal entendu. Mais jusqu'à tout récemment, avec Phil, Christy qu'on s'entend bien. Parce qu'on a juste compris que Alex, il est comme ça, puis Phil, il est comme ça. Puis quand on se parle de même, hey, t'as-tu vu comment que ça marche bien? T'as-tu vu comment qu'on complète? T'as-tu vu comment que tu finis mes phrases? T'as-tu vu comment que c'est déjà, tu sais, je donne un exemple, cadeau, mettons, de peu importe qui, là, cadeau de la famille, quelqu'un. Phil m'appelle, Alex. Là, j'ai une idée, là, puis je suis tellement bloqué, là, mais je le sais qu'en 2 secondes, tu vas avoir solution, une idée, quelque chose, tu vas appeler quelqu'un. Tu sais, le mode, pas solution, juste un mode de, OK, attends une minute, là. Recule, on va trouver de quoi. Ça, ce match-là, je trouve ça cool, puis c'est ce que je souhaite développer avec mes équipes, mais développer aussi avec famille, amis, ma conjointe, mes enfants, ultimement, un jour. Je pense que c'est de le verbaliser. C'est, comme tu dis, cas par cas, mais c'est rarement fait. Ou ça s'est rarement fait avant. Si je communique bien. Ben c'est sous forme de questions, mais en même temps, tantôt, tu disais, je me mets dans la peau de quelqu'un, c'est difficile. En même temps, là, tu viens d'évoquer une situation où tu t'es mis dans la peau de ton frère pour le comprendre. Exact. Ouais. Parce que, tu sais, puis versus ce que tu nommais au niveau de l'attention. Tu sais, c'est comme ces 2 éléments qui diffèrent dans le sens. Tu sais, la capacité, c'est l'empathie, en fait, dont on parle. Là. La capacité d'empathie, c'est la capacité de comprendre comment l'autre pense puis se sent. C'est ça, l'empathie, dans le fond. Fait que c'est cette curiosité-là envers l'autre, avec la discussion, la curiosité de poser des questions pour comprendre. Mais ça a été de s'intéresser. C'est ça. Mais c'est ça, c'est exactement. L'empathie, c'est de s'intéresser vraiment à l'autre. Exactement. C'est ça. Mais je pense, en tout cas, dans notre cas, à nous, je ne sais pas ce qui a été le point culminant. Puis j'ai un 3e frère en plus, Thomas, qui est... C'est une amitié, ça, tu vois, depuis qu'on est tout petit. Qui est juste naturel, puis on s'est toujours bien entendu. Mais Phil, il n'est rien arrivé. Il n'y a rien qui a changé. On a juste vieilli ensemble, je pense, en même temps. Ou il est arrivé... Je sais pas. C'est dur à dire. Des fois, je pense que tout ce qui est arrivé dans les dernières années fait en sorte que Christy, qu'on s'entend bien aujourd'hui, puis il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de moi, je suis meilleur dans ça, puis je suis, tu sais, c'est pas ça. Toi, t'es bon là-dedans, puis moi, je suis bon là-dedans. C'est comme si vous avez Pourquoi on travaille pas ensemble? C'est comme ce que tu nommais. Excuse-moi, là, c'est moi qui t'interromps. Non, c'est correct. C'est comme ce que tu nommais. C'est comme ce que tu nommais, au niveau de la sécurité psychologique. Vous avez réussi à créer ça dans votre relation. Puis, et ça, par rapport à l'évolution des mentalités en entreprise, il y a comme j'appelle ça un peu une rupture en ce sens que on manque de sécurité psychologique dans nos milieux de travail en général.
de par tout ce que j'évoquais tantôt, tu sais, l'accent sur la quête de perfection qu'on a, tu sais, tout soit parfait, l'image, la performance et tout ça. Mais en même temps, tu sais, c'est ce qu'on demande. On demande de la performance, des résultats, tu sais, on demande beaucoup des humains en général. Mais pour être capable de livrer tout ça, d'être innovant, de faire preuve de créativité, de réaliser des grandes choses, l'humain a besoin de sécurité psychologique. L'humain, pour être capable d'être créatif, faire générer des idées, il faut être capable de se permettre de dire des choses qui vont peut-être aller à l'encontre de l'opinion des autres, de prendre un risque, de se tromper, de faire une erreur. Ça prend tout ça pour être capable de faire de grandes choses. Mais là, c'est comme si cette sécurité psychologique-là, dans beaucoup de milieux, elle n'est pas encore assez cultivée. Et ça, cette rupture-là contribue, entre autres, à des enjeux de santé psychologique, là, parce qu'on nous demande mer et monde, mais moi, le terreau que j'ai besoin pour réaliser mer et monde, c'est pas là. J'ai pas d'assises. C'est inexistant, oui. Y a-tu des stratégies que tu recommandes? Ou que tu mets de l'avant, au moins dans vos initiatives d'affaires à vous? Y a-tu des choses que tu mets de l'avant puis que tu... Bien, tu sais, c'est sûr que la sécurité psychologique, comme tu nommais, c'est une responsabilité partagée, en ce sens que c'est sûr que l'entrepreneur ou le gestionnaire va avoir un rôle à jouer. C'est comme lui, le gardien. C'est le gestionnaire et le gardien de la sécurité psychologique. C'est lui qui va s'assurer que là, tout le monde peut émettre son opinion, gérer de façon équitable. Tous les facteurs de risque psychosociaux, qui, autrement dit, sont des pratiques de gestion, là, gestion de la charge, la reconnaissance, le soutien, l'équité, la justice organisationnelle. Tout ça, avoir des bonnes pratiques de gestion, c'est essentiel. Puis le gestionnaire doit être le gardien de ça. En même temps, ça prend la contribution de chacun. C'est vraiment une responsabilité partagée. Fait que c'est ça. Maintenant, au niveau des stratégies, là, écoute, il y a combien de chemins pour y arriver, mais ça prend des gestionnaires éveillés à être en mesure de créer ce type de milieu-là, qui ont de la formation, qui sont peut-être même accompagnés pour créer ce milieu-là. Et ça va se décliner dans le climat de travail. Fait que c'est sûr que puis là, le climat de travail, ça, c'est un autre dossier. Là. On parle de complexité. Là. C'est relativement complexe. Tu viens probablement, là, c'est que tu viens toucher en plus à plein de sources externes, genre les collègues, là, ci, là, ça. Il y a des environnements de travail de clics, puis de gang, puis des amis de... Puis il y a des industries aussi, où c'est plus insécurisant que d'autres industries. Il y a des milieux de c'est ça, il y a des secteurs d'activité. Y a-tu, toi, des endroits où tu essaies de te... sans dire préserver, là, mais on dirait que j'essaie de me mettre à ta place, puis moi, j'aurais tendance... En fait, j'ai tendance même à faire ça. Quand il y a un environnement où je le feel pas, où je sens que je... Pas que je suis pas à ma place, mais je me sens pas bien. Ça arrive des fois. Là. J'ai tendance à m'effacer. Ouais. Je bloque. Je deviens un bloc de glace. Rien qui va sortir de moi. Comme tu te protèges. Là. Ouais. T'as-tu, toi, des... Si t'es à l'aise, là, évidemment. Oui. Ah oui, 100%. Ça m'arrive, tu sais, de sentir que les gens ne sont pas à l'écoute ou que il n'y a pas de place pour moi ou que, justement, tu sais, on ne m'accueille pas dans toute ma complexité, dans toute ma façon d'être, dans ce que je suis, finalement. Puis moi, je suis comme toi. S'il y a trop de chefs aussi, s'il y a trop de leaders, j'ai plus tendance à m'effacer pour me protéger, effectivement, de conserver mon énergie parce qu'elle est précieuse. Moi, j'ai appris avec le temps que l'énergie, ça se crée, mais ça se protège aussi. Puis justement, j'ai développé mes propres outils pour la générer puis la conserver. Mais c'est sûr que si je vois qu'il y a un milieu qui est pas optimal ou quoi que ce soit, ça se peut que je me retire ou que j'ai une forme de fermeture ou... Pas de fermeture, je ne veux pas dire ça comme ça parce que ça sonne négatif, mais tu sais, je vais me protéger. Oui, ça peut arriver, oui. Puis... Vas-y, Marie, tu avais l'air d'avoir... Puis là, je reviens tout le temps à la relation. Je suis quasiment fatigante avec ça parce que c'est tellement... Non, mais c'est important. C'est tellement important. C'est quelque chose que je travaille beaucoup avec, sûrement, oui. Avec mes clients, tu sais. Puis c'est ça, c'est comme, tu sais, est-ce que tu arrives des fois, tu sais, parce que, en tout cas, je pense que tu es quelqu'un de sensible aux autres. C'est ce que je perçois de toi, tu sais. Dans ce climat dans lequel tu entres, puis tu sens qu'il y a comme
c'est ça, une fermeture, moins accueillante, es-tu en mesure des fois d'identifier une personne? Oui. Qui peut être comme un... Qui peut être comme c'est ça, un pilier que tu sens qu'il y a comme peut-être un lien à créer avec cette personne-là. Est-ce que ça, c'est des choses que tu peut-être essaies des fois? Oui, je me rends compte que les personnes avec une attitude très négative ou une attitude justement qui sont pas qui n'ont pas de je m'excuse, j'ai le terme en anglais, mais de ownership, ça vient me chercher beaucoup. Quelqu'un qui subit un peu sa vie puis qui se prend pas en main, en mode je me victime, dis... Ben oui, exact. Moi, je me dis... C'est pas du tout pour me péter les bretelles ou quoi que ce soit, mais je me dis, Caroline, moi, j'ai décidé que j'étais une actrice dans ma vie, que je la prenais en main, que je la bouffais, là, ma vie, là, comme je la dévore. Puis c'est ça que je veux. Alors, quelqu'un qui est à l'opposé de moi, ça va me challenger beaucoup, effectivement. Fait que j'ai un effort de plus pour entrer en relation avec cette personne-là. Je pense que j'ai une facilité quand même à entrer en relation avec les gens, puis c'est ce que j'aime, puis ça me passionne, parce que je pense qu'il y a du bon dans tout le monde. Puis j'adore ça, en apprendre, puis aller chercher justement, les caractéristiques de chacun. Mais c'est sûr que si je vois une fermeture ou quoi que ce soit, j'ai parce que ça devient limitatif. À un certain point, ça devient que... Exact. L'impact que... En tout cas, moi, dans mon cas, l'impact que ça a, une mauvaise énergie, une mauvaise attitude, l'excuse. Tomber dans des excuses, on le voit, ça a tellement... Moi, en tout cas, ça a un gros impact. Ça vient me toucher, puis ça va profond en dedans de moi, parce que je suis pas un gars d'excuses, puis je suis pas un gars qui se dissimule, puis qui se cache, puis qui... C'est la faute de l'autre tout le temps. Je suis pas là. Le victimhood, là, excusez, reprendre encore une fois des anglicismes un peu, là, mais ça vient diluer, je pense, tous les efforts que moi je mets, puis que mon équipe vient de mettre aussi. Ça a un impact pas juste sur moi, dans le fond. C'est ça que j'essaie de dire. Ça vient diluer toute la chaîne complète. Autant au travail que dans la vie de tous les jours. Là. Fait que, voilà, je suppose que je m'en allais avec ça. Là. Ben, tu sais, le côté réactif à un environnement ou un climat, puis le besoin qu'on ressent de se protéger, qui est comme absolument légitime. Puis, tu sais, je m'inclus là-dedans. Là, je vais parler de mes clients en général, mais je m'inclus là-dedans. Tu sais, j'ai dû moi-même apprendre à... Tu sais, j'ai du gaz, là, puis je suis très spontanée, puis je suis très action-réaction. Tu sais, c'est dans ma nature, là. Mais j'ai dû moi-même apprendre à... Puis, comme je dis, j'aide mes clients à le faire dans la gestion de leur équipe, parce que des fois, ils sont confrontés à des situations, à des challenges. Puis, ils disent, là, j'aurais envie de dire... Je dirais pas ce qu'ils me disent, mais... Tu sais, puis... Des fois, c'est surprenant à quel point, quand on se sent nous-mêmes challengés, c'est d'aller dans notre capacité d'écoute. Oui. T'sais, parce que des fois, c'est ça. Puis là, je vais parler de moi personnellement. Moi, plus je me sens challengée, plus je me sens brassée, plus je me dis, Marie, ferme ta... écoute. Même si ce que la personne en face de moi me dit vient me brasser, même si je suis pas d'accord, même si ça vient des fois me choquer, même si ça me fait me sentir pas bien, je me dis, écoute, Marie-Ève, écoute ce qui est présent, écoute ce qui est vivant là dans ta relation. Puis c'est ça que j'accompagne les clients, mes clients entrepreneurs à faire. Parce que, tu sais, tant que ça n'est pas là, ça va être difficile pour eux de créer le lien de confiance avec la personne. Même si la personne est hostile à nous ou à eux, mes clients. Tu sais, le but, c'est d'arriver à créer cette relation-là puis à influencer l'autre dans la relation. Fait que, tu sais, même quand je suis challengée, puisque j'aime mes clients, essaye de rester là. Oui, c'est la présence. Essaye de rester présent. Ouais. Essaye de te connecter à l'autre, au-delà de tout ce que ça peut te faire sentir. Puis en comprenant, l'autre va te faire... en tout cas, tu as plus de chances que l'autre finisse par te faire confiance. Puis accepte aussi qui tu es dans ta réalité, dans ta différence. Et là, après, tu vas être capable d'injecter, d'influencer dans la relation de façon positive. Mais c'est un effort, là. Oui. C'est un effort colossal là, d'être capable de rester dans cette qualité de présence, même si l'autre nous met en colère ou... en tout cas,
C'est ça. Mais... Puis, pour faire du pouce un peu, si je peux me permettre... Non. C'est vraiment aussi... Bon, t'as assez parlé. Là. Un anti. T'as assez parlé. Un anti-modèle. C'est ça. On est dans les coudes, dans l'ouverture. Non. Mais très drôle. Mais c'est justement de dire que même si la personne vient un petit peu jouer dans tes propres émotions, bien, des fois aussi, c'est juste d'accepter que ça ne sera pas ta meilleure amie, cette personne-là. Puis c'est correct. Mais ça n'empêche pas, mais c'est ça, ça n'empêche pas d'être un bon leader, d'être présent, de lui offrir ta présence, de lui offrir le meilleur de toi-même quand même, parce que ça va, toi, te faire évoluer comme humain. Tu sais, moi c'est ça, je me rends compte. Tellement longtemps, là. Mais c'est... c'est trouver l'équilibre. Tellement longtemps. Je sais pas si c'était dû à quoi, peut-être On a un psychologue aujourd'hui. Tombé. On va poser la question. C'est peut-être ça. C'est peut-être du confiance en soi, quelque chose comme ça. Mais moi, longtemps, c'était ça. Me faire aimer. Fitter dans la gang, puis être cool, puis être là. Puis, tu sais, je voulais que le monde sache que j'étais là. Puis là, on dirait qu'il y a comme, en évoluant, peut-être, je sais pas si c'est de la maturité. Encore une fois, je sais pas. Là, mais à un moment donné, c'était ça. C'était comme... Je veux pas être ami de tout le monde. Moi, j'aime pas tout le monde. Ouais. Je veux pas être ami de tout le monde. Je suis pas là pour être l'ami de tout le monde puis être le... C'est ça. On peut agree to disagree, comme... Il y a juste un changement naturel qui s'est fait. Je sais pas si chez l'entrepreneur, ça doit être quand même... Moi, je le vois souvent, là. L'entrepreneur caméléon, qui est ami de tout le monde, qui est chum avec tout le monde, qui finit par être le pourvoyeur, là, un peu. Là. Ouais. Tu dois en vivre? Oui, j'en vois beaucoup. Il y a plein d'axes, de points. Il y a plein de tracks possibles pour creuser ça. Tu sais. Puis l'élément que j'aurais envie d'amener, c'est la notion d'intention. Tu sais, avec quelle intention tu vas vers l'autre. Ouais. Si ton intention, c'est d'être aimé ou d'impressionner ou de dominer, toute ta posture va être influencée par ton intention. Puis l'intention, c'est plus large que l'objectif. Là. L'objectif d'une discussion, c'est que je veux qu'on discute de tel point, qu'on arrive à s'entendre sur telle affaire. Mais l'intention, là, c'est la toile de fond là, avec laquelle tu vas entrer en relation. Fait que c'est sûr, si ta toile de fond, c'est d'être aimé ou d'être accepté ou d'impressionner, bien, ça va teinter le personnage. Ça va teinter tes comportements, les choix, tout ça. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, c'est ça, l'expérience, la maturité. Je suis plus la même Marie-Ève personnelle et psy que j'étais en début de carrière, tu sais. Je l'ai eu, là, moi aussi, ça, là, cette espèce de besoin de, en début de carrière, là, je voulais tellement être à la hauteur des attentes de tout le monde que j'étais pas à la hauteur de mes attentes à moi envers moi-même, là. Puis, tu sais, j'ai eu des remises en question sérieuses, là. Puis c'est ça, c'est quoi l'intention? Avec quelle intention, tu sais, j'agis dans le monde, là? Exact. Quel genre de remise en question? Ben, tu sais, moi, j'ai eu un début de carrière assez fulgurant. Tu sais, moi, j'étais formée pour faire de la clinique. C'était ça ma formation. Fait que je suis devenue psychologue clinicienne, faire de la psychothérapie en début, mais on m'a mis tout de suite dans un poste de coordination d'un programme d'aide aux employés, ce qui m'a mis un pied dans la psycho-organisationnelle. Et là, poste de conférencière quasiment à temps plein. J'ai fait le tour du Québec à faire des conférences en santé mentale au travail. Rapidement, j'ai eu un poste de psychologue organisationnel et conseillère RH. Mon premier mandat, c'était de faire de la rémunération. Je partais, moi, de la clinique. Là. Fait que oui, c'était loin, mais ça a été tellement formateur. Fait qu'on m'a mis dans des contextes où j'étais toujours, tu sais, c'était toujours des mandats au-dessus de ma tête. Là. Fait que moi, il a fallu que... Là, je voulais les réaliser, là. C'est comme, non, je vais être capable, je peux pas être capable, je peux pas échouer. Fait que j'ai eu un début de carrière absolument fulgurant. On m'a placé dans un poste, on m'a proposé un poste de directrice du développement des affaires pour une firme pour toute l'Est du Québec. Dans la boîte où j'étais, tu sais, ça faisait 5 ans que j'étais sortie de l'école, là. Et j'ai dit non. Parce que j'étais partie en voyage, puis je comprenais plus pourquoi je faisais ce que je faisais. J'avais la face verte. J'avais plus de fun, mec. J'avais plus de fun. Fait que là, je me suis dit, mais là, pourquoi je fais ce que je fais? Puis là, je remettais tout en question de dire, OK, là, toute mon énergie va à faire ça. Dans quel but? Pourquoi?
Fait que j'ai eu une grosse remise en question, moi, en 2018, là, fait que ça fait quelques années. Chanceuse, tu as eu le COVID tout de suite après pour te remettre sur le piton. Pas 2018, excuse, 2008. OK, j'ai encore plus longtemps. Non, j'ai dit 2018. Chanceuse, tu rentres dans le COVID après. Non, 2008. Fait que, tu sais, ça fait un bon bout de ça, mais ça a été ça. Moi, là, ça a été qu'est-ce qui fait du sens pour toi? J'ai dans l'incohérence entre ce que je disais à mes clients de faire, ce que je valorisais, l'équilibre, respecter ses limites. Là, je faisais ça, puis moi, à côté, j'étais sur la pédale au fond, 250 km/h, tu sais, sur l'autoroute, highway to je sais pas où, je m'en allais, highway to je sais pas où. Tu t'en vas vraiment loin, mais dans la mauvaise direction. En tout cas, ouais, c'est ça. Perte de sens à ce moment-là, grande remise en question qui a fait changer bien des choses. Et là, j'ai compris l'importance d'agir avec intention. Puis je me disais, c'est quoi l'intention? Puis moi, une de mes intentions, c'est de faire du sens pour mes clients, mais c'est d'être en cohérence. Moi, j'entends pas que c'est juste pour les clients, Marie. Mais c'est pour moi aussi. Oui, fondamentalement. Faire du sens pour les gens, point. Oui, mais moi, je porte ça. Mais moi, j'ai besoin d'avoir du sens pour être capable d'aider mes clients à faire du sens. Exact. J'ai besoin, moi, d'être en cohérence entre ce que j'aide mes clients à faire et ce que moi, je fais dans ma propre vie. Comme entrepreneur, moi, je... Mais non, mais ça fait du bien de t'entendre. C'est ça que clair, je veux dire. Oui, OK. Pas du sens, tu apportes le sens. C'est pas tout le monde qui fait ça. Puis dans ton approche, je pense que c'est ça qui fait que tu as le succès que tu as. Je te dis ça de même. Là. Puis ma quête n'est pas une quête de succès puis de réussite en affaires. Là. Moi, c'est pas... Non, mais... Mais c'est de faire du sens. On dirait que c'est comme si je pense que ça vient de... Oui, finalement. Ben oui. Oui, mais merci. Mais ton message est tellement authentique. Tu sais, moi, j'ai vu Marie-Ève en conférence 2 fois, minimum. Puis j'aime beaucoup, je ne sais pas si on a le temps, là, mais j'aime beaucoup ton image de la maison aussi. Je ne sais pas si tu peux en parler. Oui, pour l'empathie. Oui, j'aime beaucoup ça. Parce que c'est très pertinent, je trouve, dans le sujet. Oui, puis en lien avec ce que tu disais, tu sais, te mettre dans la peau des autres. Moi, en début de carrière, on s'est un peu inquiété quand j'ai dit que je deviendrais psychologue clinicienne. Mes proches me disaient, mon Dieu, Seigneur, Marie-Ève, qui est si sensible, qui est si bouleversée parce que les autres vivent, puis qui est à la limite susceptible parce qu'elle prend tout personnel. Comment qu'elle va faire, tu sais, avec ses rencontres, en sortant de là, elle va porter un fardeau épouvantable. Elle va s'épuiser. Les gens avaient peur que je vive la fatigue de compassion. Ça s'appelle comme ça? La fatigue de compassion. Oui, okay. Quand on est trop chargé, trop chargé émotivement parce que nos clients vivent. On est dans l'empathie, c'est ça notre outil. Mais bien qu'à un moment donné, des fois, on est touché. Moi, il y a des clients qui me touchent, il y a des clients qui m'émeuvent. Qui m'émeuvent, oui. En tout cas, qui me touchent. Qui me rendent ému, oui. Et c'est ça, fait qu'on peut vivre la fatigue de compassion. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas être faut vraiment être dans l'empathie, qui est la posture avec juste la bonne distance. Assez proche pour comprendre, mais assez loin pour prendre une distance. Puis, à force de me faire poser la question, mais tu fais ça comment? T'sais, comment tu fais pour sortir de tes rencontres sans porter le fardeau, tu sais? Puis, moi, j'ai réalisé que je réfléchis en images. Moi, je pense en images, tout le temps. Quand mes clients racontent quelque chose, là, ils me disent, ben là, je suis allée voir ma conjointe, là, puis on s'est assis, puis on a jasé. Là, je les mets en scène, là. Ils sont dans un décor, ils sont assis à table. Je les vois. Mais c'est ce qui fait que pour chacun de mes clients, il y a une maison, il y a un lieu. Okay? Puis c'est tout le temps le même lieu. Puis je donne tout le temps ces exemples-là. J'ai une de mes clientes, c'est une petite maison blanche, champêtre, les volets, puis le toit sont verts, il y a des marguerites en avant. Puis quand je rentre en dedans, le décor est full champêtre, là, la tapisserie fleurie, puis il y a des boiseries. J'ai d'autres clients, c'est une tour à condo. Le client est au 10e étage, c'est sombre chez lui. Il y a une belle vue, mais les boiseries sont foncées. Fait que je me fais comme un lieu pour chacun de mes clients. Puis pour moi, l'empathie, c'est ça, c'est que tu rentres chez l'autre. C'est rentrer chez l'autre. C'est un lieu intérieur où tu es le visiteur. Tu n'es pas chez vous. C'est ça. Fait que c'est ça. Tu rentres chez l'autre, mais tu te rappelles. J'ai pas d'affaire à commenter la couleur des murs là, parce que ça ne fait pas que tes rideaux. C'est pas de mes affaires, je suis pas chez nous. La notion de jugement. Exact. De ne pas juger. J'ai pas à déplacer les meubles. J'ai pas à prendre le fardeau de la problématique de l'autre. J'ai pas à déplacer les meubles ou à changer le frigo de place puis à forcer. Je suis pas chez nous. Je suis le visiteur. Fait que c'est cette posture-là d'empathie. Oui. Fait que tu rentres. Puis quoi, c'est que ça te permet d'amener une recommandation ou tu le vois un peu comme ça?
C'est une recommandation. Mais ça me permet d'être dans la bonne distance, pas dans le jugement. Ça crée de la sécurité psychologique aussi. Parce que tu accueilles l'autre, puis tu n'es pas dans la sympathie, tu es dans l'empathie. C'est ça, je ne suis pas contaminée par l'autre. Je suis pas, tu sais... Je ne prends pas sur toi. Je prends pas chez nous. J'arrive pas là à déposer... On est toujours dans l'analogie. J'arrive pas là à déposer bagage, là. Tu sais, je viens visiter. Tu sais, admettons qu'on se rencontrait, tu me parlerais de quelque chose, puis tout ça, puis là, je veux comprendre ce que tu vis. Mais là, je vais rentrer dans ta maison, tu sais. Je vais rentrer chez toi. Ouais! C'est lumineux. Tu sais, je vais rentrer chez toi, mais je suis là pour écouter ce que tu as à me dire. Tu vois, tu sais, qu'est-ce que tu as à me raconter, tel que tu me le racontes. Je suis pas chez moi. Tu sais, c'est toujours se rappeler ça. Je suis visiteur chez vous. C'est ça. Mais il faut que je ressorte de chez vous. Oui. Et c'est là, tu sais, la limite là, au niveau de l'empathie, c'est qu'à un moment donné, il faut que je sorte de chez vous. Tu repars pas avec un de mes coussins. Là. Je repars pas avec tes coussins, puis je repars pas... Ça, sûrement très beau. Non, mais c'est ça pareil. Et c'est ça, je repars pas avec tes coussins. Tu repars, t'as pas à... Cool. C'est ça. Puis là, je ressors. Cool, l'analogie, c'est de fermer la porte, mais fermer la porte comme pas... C'est fermer la porte avec bienveillance en promettant de revenir, tu sais. Exact. Tu sais, moi, je le fais avec mes clients, on se revoit la semaine d'après ou 2 semaines après, mais même dans nos relations, c'est de dire, bien, écoute, tu sais, là, on peut explorer des choses pour aider à trouver une solution, mais j'ai pas à trouver la solution pour toi. J'ai pas à... On ferme la porte avec bienveillance, puis ça ira une prochaine conversation. Fait que tu sais, la psychologie, c'est fascinant. Faut être capable de mentaliser, il faut être capable d'amener, tu sais, de comprendre puis de réfléchir aux problématiques que les clients nous amènent. Il faut être capable de le voir sous tous les angles, ces problématiques-là, pour être capable de poser les bonnes questions. Pas tant, des fois, amener la bonne solution, mais poser les bonnes questions. Tu sais, on est beaucoup dans des sphères de complexité dans notre travail. Fait que sans être forcément créatif, tu sais, moi, j'ai de la créativité. Ça m'aide des fois à illustrer des propos. Je pense que c'est là, dans mes accompagnements, où ça se... dans la façon dont je fais les choses, mes conférences, mes animations, mais mes accompagnements, ça va être beaucoup dans la façon dont je vais synthétiser ce que le client me dit. Des fois, ça peut être imagé pour simplifier ou complètement champ gauche, là, pour comme... Oh, mais ça touche l'émotion. C'est ça, tu sais, OK, ouais, mon Dieu, j'avais pas vu ça comme ça. C'est parce que ça ramène sur le même... ça ramène les gens sur le même niveau de... Je sais pas comment dire. Au niveau créativité. Moi, j'aurais de la facilité à entretenir une discussion avec une approche comme celle-là. Oui. Oui. Mauditement plus qu'avec quelqu'un qui tu sais, je pense que tu en avais parlé un peu, Manu. Oui. Quand moi, j'ai consulté à travers les trucs que moi, j'ai traversés. Je dis ça aujourd'hui, je suis capable d'en rire, là, mais quand j'ai traversé ce que je traversais, moi, c'était comme... Je retournais dans l'auto après, puis... C'est sûr que je fasse quoi avec ça? Exact. Excusez mon langage, là. Oui. OK, j'ai des outils, j'ai des conseils, mais là, encore là, moi, demain matin, il faut que les factures se payent, il faut que mon monde travaille, il faut qu'on rentre des projets, il faut que j'aie un sourire d'en face, même si je file vraiment pas. Il faut que j'aille chercher des jobs, puis à la limite, c'était comme, faut pas que ça paraisse. Ce qui, tu vas me dire, c'est peut-être dangereux un peu comme thinking, là, mais faut pas que ça paraisse. Ouais. Fait que d'avoir quelqu'un créatif, puis quelqu'un qui a cette ouverture-là, ou qui est capable d'aller là, je pense que tu rends service à bien du monde. Parce que souvent, la créativité et l'entrepreneuriat sont intimement reliés. Ouais. Tu sais, je pense à toi un peu dans le même principe. Ben oui. Toi, là, il n'y a personne qui va dial down sur la couleur. Là. Si c'est vert fluo, c'est vert fluo. Il n'y aura pas de vert forêt. Là. C'est vert fluo. Exact. Fait que, comment, tu sais, toi, en écoutant Marie, j'imagine que tu vas avoir un peu la même réponse que moi ou le même thinking, mais sur 2 trucs différents. Là. Ben oui, puis c'est pour ça que je voulais qu'elle parle de cette image-là, parce que cool. Je trouve que c'est pertinent, puis c'est tellement cohérent avec le sujet d'aujourd'hui, puis même le sujet global du podcast. On est dans un monde où, justement, on est mené par l'émotion. Tu sais, tout aussi nous interpelle. Si ça ne vient pas chercher un côté émotif, on ne ferait pas ce qu'on fait. Tu sais. Je pense que tu disais, tu sais, faut pas que ça paraisse quand j'ai eu des enjeux. C'est le côté émotionnel de dire, ben tu sais, je veux être fort, je veux l'idée. Moi, c'est un peu ça aussi quand je te parle de masque. Tu sais, il y a probablement très peu de gens qui se doutent que j'ai un trouble bipolaire, justement parce que je suis la fille souriante, parce que je suis la fille qui est toujours de bonne humeur, qui est colorée, qui est, tu sais,
qui est original. Donc, je pense que c'est un peu un ensemble, là, puis je ne vais pas faire du coq à l'âne, mais c'est ça, d'essayer de se retrouver dans ce côté-là plus émotif, mais tout en se préservant. Tu sais. Je suivais les questions rapidement. Il y en a une que j'aimerais, en fait, avant de tomber dans la conclusion, là, après ce que tu as dit, Manu, comment collectivement pensez-vous qu'on peut faire évoluer cette culture-là? La culture d'affaires, culture d'entreprise, culture au niveau à tous, là, autant Québec, Canada, peu importe. Là. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça? En faisant Auriez-vous des trucs? Auriez-vous des... Tu sais, si on pouvait changer quelque chose? Moi, j'ai l'impression que je fais mon bout de chemin, puis je suis... Ben oui. Je suis au bout je suis pas au bout de mes idées, mais je suis au bout un petit peu de ce qu'on va faire avec Nature Émotive, puis je vois déjà une phase 2 de où est-ce que ça va amener. J'essaie tout le temps un petit peu de creuser, puis tu sais, d'aller chercher du feedback, puis je suis très à l'écoute, parce que c'est pas mon milieu, puis je suis pas un professionnel de la santé, loin de là. Je suis pas juste un jeune qui veut faire des affaires cool, puis porteuse. Puis je trouve ça le fun de voir, puis de voir que le monde croit dans ce que j'ai monté. Là, fait qu'avez-vous peut-être une idée, collectivement, comment on peut faire évoluer les cultures d'entreprise, puis en même temps aussi, pourquoi c'est encore difficile d'accepter ça? Pourquoi c'est encore difficile de... Les masques, là, ça va pas tout le temps bien, puis ça va pas... On se promène pas tout en Porsche, puis en... C'est pas ça, là, la vraie vie. Là. Mais c'est parce qu'on associe encore la vulnérabilité à quelque chose de négatif. Mais c'est pas d'être faible, au contraire. Moi, je trouve tellement que d'être vulnérable, tu sais, justement, le fait que moi, j'ai commencé à parler, parce que je peux prendre l'exemple de moi seulement, là, tu sais, le fait que j'ai commencé à en parler en milieu de travail de plus en plus ouvertement, les témoignages que je reçois en retour, Alex, c'est incroyable. C'est pas... c'est pas du tout ça, c'est le contraire. C'est comme, mon Dieu, que ça fait du bien que tu en parles. Moi, j'ai telle personne dans ma famille, ou mon conjoint, ou mon enfant. Ou, puis j'ai des confidences souvent que les gens vont m'apporter, puis qui vont me partager leur propre expérience. C'est comme ça, c'est pas en changeant le monde. Tu sais, on veut changer le monde, puis moi, je suis la première là, à avoir des grandes ambitions, puis tu sais, sur plein de volets où est-ce que j'essaie de faire changer les choses, puis d'avoir un impact positif. Mais je pense que c'est une personne à la fois. C'est une... Tu sais, si aujourd'hui, grâce à ce podcast-là, on touche une personne, bien moi, je vais être fière. Tu comprends? Parce que c'est... plus qu'une, j'espère. Oui, mais c'est sûr. peut-être deux. Mais tu comprends ça que serait déjà beaucoup. C'est ça, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est comme ça. Cette personne-là va faire rayonner à sa façon ensuite. Elle va toucher elle-même d'autres personnes qui vont toucher d'autres personnes. Fait que c'est se donner le droit d'être vulnérable, puis de le voir de façon positive, puis de le voir comme une force. Parce que moi, je pense que je suis une meilleure personne depuis que j'accepte qui je suis à 100%. Le fait que j'en parle, c'est une forme d'acceptation, c'est une forme de... C'est très fort, là. C'est très, très, très fort. Ben, c'est vraiment de mettre carte sur table et de dire, ben, écoute, it is what it is, voici qui je suis, puis comme tu dis, on peut pas aimer tout le monde, mais tout le monde peut pas m'aimer, mais moi, je suis comme ça, puis je pense que j'ai des belles qualités, puis j'ai des beaux enjeux, puis je viens avec un ensemble. Ben, c'est ça, ça a été long, moi, avant que je le dise. Puis que je vienne à réaliser moi-même que moi non plus, je m'entends pas bien avec tout le monde. Puis j'aime pas tout le monde, puis je suis pas ami avec tout le monde. Fait que je trouve ça cool. Marie? Mais je vais faire du pouce sur ce que tu disais, parce que souvent, on oppose force, persévérance, résilience et vulnérabilité. Là. Mais c'est deux côtés d'une même médaille. Tu sais, la résilience, tu sais, donc la capacité à rebondir, à persévérer malgré, tu sais, à se relever, persévérer malgré les épreuves, même quand c'est difficile, tu sais, de garder espoir. La résilience, cette capacité-là va être proportionnelle. C'est pas une équation mathématique, là, mais de façon générale, va être proportionnelle à la capacité d'être vulnérable. Exact. Tu sais, penser qu'on peut être fort sans être vulnérable, c'est une utopie, là. Exact.
C'est la capacité à dire, OK, là, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de refaire mes forces un peu. C'est ça, spécifiquement, qui permet de rebondir, puis de persévérer, puis de continuer. Tu sais? Fait que c'est ça, donc, fait que je fais du pouce là-dessus, c'est deux côtés d'une même médaille. Puis, en complément, tu sais, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Là, j'aime bien voir les choses en macro, moi. Oui. Tu sais, je pense qu'il faut recommencer à développer notre capacité à réfléchir, en ce sens qu'on est beaucoup dans une quête de réponses, de trucs, de stratégies, ici et maintenant, que je peux appliquer demain. Mais c'est éphémère. Ça sera toujours éphémère. Tu sais, il n'y a pas de trucs ou de stratégies qui, on l'applique maintenant, va être efficace demain. Tu sais, c'est ça. Il faut réapprendre à réfléchir de façon plus macro. Comme je disais tantôt, tu sais, être capable de prendre de la distance, de s'élever un peu, puis de dire qu'est-ce qu'on valorise? C'est quoi les croyances qu'on entretient par rapport à qu'est-ce qui est bon pour un être humain puis qu'est-ce qui n'est pas bon? Tu sais, il y a des croyances qu'on entretient là, comme espèce vivante, là, par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'un humain soit bien. Puis parmi ces croyances-là, il y en a qui fondamentalement n'aident pas réellement le bien-être. Fait que, tu sais, faut être capable de... Ça, je pense que c'est un des éléments qu'il faut développer. Puis commencer à le faire là, chez nos plus jeunes, là, nos enfants, de les aider à développer cet esprit critique-là, parce que sans ça, on s'en va... je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Bien, vous le savez, ça, c'est le moment plus... je vais essayer de poser la question sans avoir les larmes aux yeux, parce qu'on arrive à la fin, puis je veux surtout conclure, mais cette question-là, je tenais absolument à vous la demander. En tant que papa de 2 petites filles, vous deux en tant que femmes d'affaires, mais femmes de cœur, quel message vous souhaiteriez transmettre sur la santé mentale, le courage d'être soi-même, l'acceptation, dans les bons comme dans les moins bons moments? Puis là, je dis, j'ai 2 petites filles, mais il y a des petits gars, il y a des... Pour les enfants, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être laisser ou... Puis ça peut s'adresser autant aux enfants, mais ça va suivre puis ça va toucher quelqu'un. C'est sûr, votre réponse va toucher quelqu'un. Fait que je tenais absolument à vous le demander, puis après ça, je vais devoir fermer l'épisode. Allez-y. Vas-y. Moi, je pense que, comme petite fille, j'aurais aimé qu'on m'enseigne justement que la vie, c'est évolutif, que ça change. C'est drôle, mais mon bras, c'est les 4 saisons, parce que tout passe. Puis ça m'aurait sécurisé d'apprendre ça. Tu sais, c'est le fun d'apprendre à jouer au ballon chasseur en maternelle, mais j'aurais aimé me faire apprendre l'intelligence émotionnelle, puis tu sais, des comportements aussi de prendre soin de soi très jeune. Tu sais, mais je vois émerger ça, tu sais, chez mes amis qui font du yoga avec leurs enfants, qui font de la méditation avec leurs enfants, qui vont leur enseigner que c'est important de prendre soin de soi, puis d'être à l'écoute, puis d'être ouvert. Fait que je pense que c'est un peu ça, tu sais. Puis que ce soit en tant que femme ou en tant que gestionnaire ou leader ou quoi que ce soit, j'ai le devoir d'être moi-même parce qu'il n'y a personne d'autre comme moi. Tu sais, c'est un peu cliché à dire, mais non, c'est un devoir que j'ai. Parce que c'est ma mission de vie, tu sais, je suis faite de telle façon, fait que j'ai à accepter qui je suis, puis à utiliser 100% de mes forces, puis justement de tout ce que j'ai à donner, puis à le partager, parce que c'est ça ma mission de vie. Merci. C'est beau. Hein? Ben c'est ça aussi, c'est un élément. J'ai dit quel message j'ai envie de laisser, tu sais. Souvent, tu sais, on cherche... moi, puis ça allait un peu dans le même sens. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais aimé comprendre avant? J'ai beaucoup été en quête de qu'est-ce qui manque. Tu sais, personnellement, là, dans ma vie, tu sais, dans cette quête de qu'est-ce qui me manque. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas encore comme habileté, ou comme capacité, comme force. Et c'était pas là, il fallait regarder. Pour moi, puis c'est ce que je cherche à faire avec tout ça que j'accompagne, c'est qu'est-ce qui est en trop? Qu'est-ce qui est en trop dans ta vie? Parce que
On a tellement de choses en trop. Des fois, c'est des responsabilités en trop. Des fois, c'est des objectifs en trop ou des attentes qu'on a envers nous-mêmes qui sont en trop. Qu'est-ce qui est en trop? Wow. C'est d'arriver à enlever ça pour garder, tu sais, puis là, je dis à l'intérieur de soi que l'essentiel. Et c'est quand on arrive à juste garder l'essentiel. Et là, c'est quoi l'essentiel? Ça peut être une relation, ça peut être une valeur, ça peut être un projet. Mais quand on arrive à garder en soi que l'essentiel, ça fait de l'espace pour faire ce que je disais tantôt, à recommencer à penser de façon critique, puis à se comprendre nous, à comprendre les autres, à comprendre le monde, à comprendre la vie. Mais c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est qu'il faut se faire de l'espace, puis c'est enlever ce qui est en trop. On est dans une société de plus, là, comme je dis, de croissance, de toujours plus. On fait juste comme ajouter dans un espace qui est saturé. Empilé, oui. C'est ça, j'aurais aimé ça le comprendre. Très cool. Plus tôt. Ouais. Merci beaucoup. Alors, mesdames, on arrive à la fin de Nature Émotive. Je voudrais vous dire vraiment, sincèrement, merci à vous deux. Merci. Ça a été un bel échange. Ça a été un échange... chargé. Je vais retourner tantôt, puis je pense que ça va me prendre du temps pour... Je suis déjà en train de penser à comment on va présenter ça, puis comment on va... Tu sais, quel contenu on va mettre de l'avant, puis qu'est-ce qu'on va publier, puis qu'est-ce qu'on va... Tout me semble être du bonbon dans notre discussion. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier les partenaires, donc remercier Technion, remercier aussi Aurélie Leadership, mais surtout Relief aussi. Fait que j'ai un partenaire Relief qui accompagne tous ceux qui pourraient en ce moment être dans une période plus difficile. Vous avez juste à visiter relief.ca. Tout est disponible. On met à votre disposition des programmes d'accompagnement, que ce soit de l'autogestion ou des programmes plus custom sur mesure. Vous avez deux témoins vivants ici des résultats que ça peut porter. Donc, moi, je l'ai fait, Emmanuel aussi. Je vous invite à aller visiter aussi Nature Émotive au natureémotive.com. Et partager. C'est le plus beau cadeau que vous nous faites, de partager cette plateforme-là. Quand vous voyez du contenu vidéo, audio, on est disponible partout. Donc sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, name it, tous les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci. Nature Émotive tient à remercier tous ses partenaires. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le naturemotive.com.